disons, ça répond parce qu'il y a un autre exemple assez connu à Zurich, justement, où ça va à une échelle encore plus grande, en fait. C'est pas des logements, c'est pas des appartements qui ont été laissés bruts et que des personnes vont aménager. C'est vraiment tout un étage d'un bâtiment qui a été laissé à la disposition tout d'un coup d'un collectif, qui était plutôt un collectif qui vivait un petit peu de manière marginale, comme ça, et puis on a dit, amenez votre marginalité à l'intérieur de ça, et il y a un côté vraiment ultra difficile, quoi, parce que ça fait presque un peu... on va quand même... on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on a envie tout d'un coup que cette liberté qu'avaient ces personnes qui étaient à l'extérieur rejaillisse sur le projet, et ça ne marche pas comme ça, en fait, parce que voilà, on trouve cette tension. Et oui, c'est vraiment compliqué, parce que, disons, je fais un biais parce que, en fait, je pense qu'on est vraiment dans un processus, et puis que tout ça, c'est des étapes, et puis au fur et à mesure que il y a des étapes qui sont franchies, on voit les limites, puis on se dit, il faudrait améliorer ça, il faudrait aller plus loin dans ça, etc. Par rapport à cette question de la manière dont on pense nos espaces, la manière dont on habite en commun, la manière dont on construit ou pas des choses. Voilà. Mais je dirais quand même que je trouve qu'il y a une évolution qui est très intéressante dans le monde de l'architecture, qui est un petit peu encourageante, c'est que vraiment, quand moi j'ai fait mes études dans les années 90, on était encore face à cette idée de l'architecture, justement, des lieux, de l'architecte des murs, des signatures, on achetait des monographies d'architectes, et puis tu as vu ce qu'il a fait un tel, c'est quoi ton mode? C'est plutôt celui-là, c'est plutôt celui-là. Et puis, quand même, il y a eu un peu une remise en cause de cette idée de l'architecte tout-puissant, toute puissante, de la personne qui maîtrise les choses, la grande architecte du monde. Et maintenant, il y a plus d'horizontalité, il y a plus de prise en compte quand même, justement, alors pas forcément uniquement pas seulement de ce que voudrait telle ou telle personne, mais aussi des approches, par exemple écologiques, économiques, sociales, etc., qui sont développées hors du champ même de l'architecture. Et je pense que ça, c'est une évolution intéressante, c'est qu'on est passé de quelque chose qui était encore de l'ordre un peu du culte de l'objet, pour prendre un petit peu, quand tu parlais d'effacement, Michel, prendre un peu de distance dans le monde de l'architecture, se rendre compte qu'en fait, les architectes, ça ne servait à rien simplement de se focaliser sur la question de l'objet, mais il fallait aussi discuter des questions de normes, qu'il fallait au niveau politique, tout d'un coup, commencer à porter le débat très très en amont de cet endroit où tout d'un coup les règles sont simplement appliquées et applicables. Alors, moi j'aimerais bien entendre la corporation quand même, personne. Mais on a deux voix, donc vous faites court, Hugues, Marc-Antoine. Et après, court, hein. Et après, que des architectes certifiés, on le voit. Bon, moi j'ai juste envie de revenir sur la question du sujet qui fait l'œuvre architecturale. L'usager, l'architecte ou quelqu'un d'autre. C'est un nom qui a été maître d'ouvrage, qui a été mentionné par toi, Simon, à un moment donné. Et il me semble que ce personnage joue quand même un rôle beaucoup plus important que ce qui a été dit. C'est-à-dire que c'est quand même effectivement lui qui fixe vraiment les contraintes économiques, les contraintes d'exploitation d'espace. Et donc on est toujours on est autour de la question de qui décide, qui prend les décisions structurales fortes. Moi j'aurais tendance à répondre c'est massivement le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, et l'architecte est celui qui vient exécuter la volonté du maître d'ouvrage de façon générale. L'interpréter, lui donner forme, ce qu'on dira. Et disons, les contraintes sont fixées par le maître d'ouvrage, et ce qui veut dire que l'usager qui vient après, il entre dans les contraintes qui ont été pensées par quelqu'un d'autre. Alors certes, il va peut-être interpréter ces contraintes pour se les approprier, mais son premier geste, c'est quand même d'être dans un espace dont il n'a ni décidé, ni la configuration, ni le dessin, ni la forme, etc. Donc ma question, c'est la puissance du maître d'ouvrage dans la définition des projets architecturaux. Moi, je pense qu'on devrait faire l'histoire des maîtres de l'ouvrage. C'est ce qu'on n'apprend pas assez dans les écoles d'architecture. On a toujours l'impression, en tout cas dans l'histoire des grands architectes, qu'ils sont seuls à décider de leur destinée, de tout. Mais en fait,
On est quand même... c'est une œuvre collective. Si au début de la conférence on parlait de ce duo, c'est vrai, il y a vraiment le maître de l'ouvrage, donc ça peut être aussi la société, le maître de l'ouvrage. La coopérative, c'est une expression d'une certaine part de la société qui veut arriver à un certain résultat. Cette expérience à Zurich, elle est vraiment le témoin d'une volonté collective, d'avoir quelque chose de novateur, de différent. Mais vous direz aussi, c'est quelque chose qui est complètement dessiné par des architectes. Peut-être c'est pour ça qu'elle nous fascine aussi, parce que c'est une expérimentation. On dira que le choix de l'habitant, c'est de pouvoir peut-être choisir dans quel appartement on va habiter, ou dans quelle configuration se sent le mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît difficile de penser à ça quand, trivialement, il y a un taux de vacances de 0, je ne sais pas comment. Personne se dit, je vais choisir le meilleur appartement où je me sens le mieux. Non, on prend celui où on nous accepte éventuellement. Donc, il ne faut pas non plus le rôle de l'architecte, quand vous lisez des récits d'architectes des années 50. Aujourd'hui, il n'a fait que s'amoindrir. Si vous voyez une fois la position de l'architecte dans des organigrammes de décisionnels pour des grands ouvrages, on est au niveau, enfin, c'est pas pour péjoratif avec d'autres corps de métier, mais normalement, l'architecte, ça devrait être le chef d'orchestre. Mais il est un soliste parmi d'autres, souvent. Marc-Antoine, et après Oui, j'avais une petite question, c'est à propos du projet de refonte, de restructuration de la zone de la Rasute, justement, l'avenue de la Rasute, qui est depuis la tour 24 heures, qui est avant une grande avenue, qui est maintenant une toute petite avenue de 100 mètres. Et puis ils sont en train de vouloir refaire justement tout le quartier de la gare en gardant l'ancienne poste, et puis en gardant les bâtiments CFF qui sont à l'avenue de la gare. Et puis ils sont en train de vouloir construire justement des bâtiments entre le bâtiment de la poste, entre le bâtiment CFF et puis la gare, et puis reconstituer, si ma mémoire a été, vous me corrigez, hein, mais j'étais allé justement, enfin j'y viens, mais ils sont en train de vouloir reconstituer cela et puis faire constituer finalement à la fois un mélange entre des logements, des lieux de culture, de loisirs, restaurants, etc. Et puis j'avais assisté par curiosité, il y avait une réunion justement, il y avait une optique un peu participative de faire participer la population à la restructuration de cette zone lausannoise, et puis les gens s'étaient réunis plusieurs samedis, etc. Donc moi, ça m'intéresserait si vous pouviez déjà d'une part en dire quelques mots, enfin, par rapport à ça. Bon, voilà, je fais la transition. Je fais la transition. Mais mon autre question est de me dire, est-ce que cette manière de procéder, de faire participer les gens, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même propre peut-être à notre 21e siècle, à cette manière un peu d'horizontaliser les choses, et de manière très démocratique, on peut le voir ainsi. Je me demandais s'il n'y avait pas aussi un aspect purement pragmatique, à savoir éviter les oppositions et avancer dans ces projets. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hypothèses à cette manière de faire? Enfin voilà, j'ai ces deux questions, d'en dire quelques mots sur ce projet et de voir quel est un peu comment vous expliquez ce phénomène. J'étais pour. Oui. Ben, c'est vraiment un cas d'école, hein, en fait, parce que c'est intéressant, en fait, effectivement, donc, il y a cet immense terrain qui est propriété maintenant des CFF et de Mobibo, en fait. Donc c'est deux des plus grosses structures au niveau de l'immobilier. Et puis, c'est intéressant, avant on a montré un exemple zurichois, hein, et Zurich, c'est en avance sur la Suisse romande pour le pire comme pour le meilleur, disons. Donc j'aurais tendance à dire, c'est pour le meilleur par rapport à justement ces initiatives dans le domaine des coopératives et autres, mais dans le pire aussi par rapport à justement effectivement cette récupération de la part de gros acteurs immobiliers de justement préoccupations du type la participation, etc. Et on sait très bien que Mobimo et les CFF ne mettent pas en place des processus participatifs qui sont
honnête en quelque sorte. Quoi. Enfin, moi, ça n'engage que moi, hein, mais mon sentiment c'est vraiment ça. Quoi. Et la RASUD, c'est un exemple vraiment de l'utilisation de stratégies qu'on a déjà utilisées ailleurs, et c'est vraiment dit comme ça. Voilà, on va laisser l'espace à une sorte d'occupation plus ou moins tolérée, comme ça, après quand on vire les gens, on peut dire qu'on les a accueillis un petit moment en fait. Il y a eu un projet artistique justement qui a été très très décrié pour ça, quoi. Parce que réellement, cette idée de dire on offre l'hospitalité pour mieux ensuite renvoyer les personnes en disant on a fait notre part du travail, maintenant ça va à vous de faire, c'est bon, pour moi vraiment de l'ordre de la stratégie et pas du tout de la volonté vraiment d'écouter les souhaits de la population et de co-construire quoi que ce soit. Merci Mathieu. Donc, question, c'est intéressant de voir comment des membres de votre corporation devant intervenir dans un cénacle soi-disant de philosophe, comment la corporation prend ça? C'est intéressant. Moi, je vais prendre un verre de vin, du coup. On va durer jusqu'à 20. Non, je voulais vous provoquer un peu en citant André Gide qui disait « L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté ». C'est la philo, c'est l'architecte qui fait philosophe. C'est quand même... Voilà. Donc, ça m'étonne que vous n'ayez pas mentionné cette citation qui a été au cœur de notre formation. Bon, question. Et donc, non, ma question est, c'est pas une question, c'est une réflexion, mais qui demande une réaction. Est-ce qu'on parle, parce que j'ai beaucoup aimé votre intervention tout à l'heure sur l'oxymore, d'opposer l'architecture à la liberté, on pourrait opposer le droit à la liberté, on pourrait opposer la médecine à la liberté, on peut opposer n'importe quel champ à la liberté, c'est très bien, mais au fond, est-ce qu'on n'est pas en train d'interroger précisément ce que c'est que l'architecture, ou éventuellement ce qu'est l'architecte? Et l'architecte, c'est un métier qui a été inventé à la Renaissance, mais on parle d'architecture depuis l'Égypte, depuis les temps immémoriaux, on parle d'architecture vernaculaire sans architecte. Donc on pourrait parler de l'architecture et non de l'architecte. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça rejoint un peu ce que je disais, c'est une architecture sans architecte. Alors, c'est assez intéressant parce que... Je rejoins la question de madame par rapport à ce qu'il veut dire. Alors moi je pose une question aux architectes. Est-ce que ça existe encore l'architecture vernaculaire en Suisse par exemple? Et c'est assez rigolo. Non, c'est assez marrant parce qu'on commentait récemment justement avec mon associé, il devait relever un chalet en Valais fait dans les années 70. Construit n'importe comment, franchement n'importe comment. Vraiment à rebrousse-poil du bon sens de l'architecture vernaculaire, où il y a un savoir ancestral, on peut dire, mais qui, la plupart du temps, n'existe plus, en fait. Si l'architecture vernaculaire, c'est des gens de la terre, quel est le pourcentage des gens de la terre, en guillemets, en Suisse? C'est quoi, 5%? Même pas. 5% de paysannerie qui serait censée avoir cette culture vernaculaire, cette culture, ce savoir de comment on fait avec les ressources locales, etc., dans une tradition qui s'est perdue, on peut le dire. Il y a des endroits où ça existe encore, l'architecture vernaculaire. Donc, cette architecture-là qu'on a tous, qu'on admire tous, d'ailleurs, nous, notre premier exercice d'école, d'ailleurs, ça a changé, c'est assez intéressant de voir comment l'architecture est enseignée à travers les années. Notre premier exercice, notre génération, parce qu'ils sont de ma génération quand même, c'était faire un habitat vernaculaire. C'était l'entrée en matière à travers l'étude de l'architecture vernaculaire. Aujourd'hui, ils ne font pas du tout ça comme ça. C'est une autre dimension qui est explorée. Et ça interroge. Pourquoi en France, on se pose toujours la question, pourquoi en France, il y a eu une telle perte de savoir-faire, en quelque sorte, de la tradition de la construction? Il y en a qui disent que la Première Guerre mondiale a décimé véritablement tous les corps de métier de la construction. Combien de millions de morts? Ce n'étaient pas les intellectuels qui allaient se battre sur le front, c'était les maçons, les paysans. Et après la guerre, la deuxième, il fallait reconstruire. On a recouru massivement à la construction industrielle. Et, enfin, on va faire toute l'histoire. Mais
cette authenticité, parce qu'au fond, on recherche une forme d'authenticité souvent, authenticité ou remettre en évidence, en tout cas, une meilleure perception du monde. Il y en a qui disent l'architecture pour avoir une autre perception du monde. C'est en fait ce que recherchaient les modernes aussi, non? Même le Corbusier, le Corbusier, il est pratique, parce que malgré il parlait bien de ce qu'il faisait d'une certaine manière. Mais c'était vraiment une autre regard sur le monde. Le banal. Le banal, oui. Mais quelle banalité? La banalité de Rambach et de Leroy Martin. C'est le du peuple. Et disons, la démarche participative. Et disons, justement, cette histoire d'architecture vernaculaire, non, j'ai parlé de Kéré avant, et puis c'est exactement ça, c'est le fait que maintenant, dans le champ de l'architecture, on fait plus cette distinction entre architecture, disons, savante et architecture vernaculaire. Kéré, c'est ça, c'est un architecte burkinabé qui a fait ses études en Allemagne, et puis qui va utiliser la tradition architecturale burkinabé et la mêler avec le savoir technologique qu'il a acquis dans des universités européennes. Donc, en fait, cette distinction, qu'est-ce qui est vernaculaire, et d'aller du vernaculaire en première année vers d'autres formes d'architecture, je pense que ça, c'est une gradation qui maintenant est désuète, en fait. Et voilà, et je pense que c'est vraiment un des enjeux maintenant de dire qu'il n'y a pas une bonne architecture, une mauvaise architecture, l'architecture des personnes qui savent et celles qui ne savent pas. Mais en même temps, il s'agit quand même d'articuler justement la manière d'avancer quand on réalise une construction, en fait. J'aime bien quand tout à coup on s'envoie des mots et des grands mots. D'habitude, c'est nous. La dernière intervention, après on change de registre. Ça ne veut pas dire qu'on s'interrompt, parce qu'on prend un registre plus libre. Vous voyez, les gens peuvent sortir et voir. Oui, je vais quand même relancer sur. Parce que c'est une question de fond sur le rôle de l'architecte aujourd'hui que Madame a posé. C'est quoi que vit bien et qu'est-ce qu'on demande aux gens, dans quoi ils veulent vivre. Et puis la réaction, la première question, elle était quand même emblématique dans l'architecte, c'est celui qui fait des boîtes qui s'empilent. Et quand je dis banal pour vous provoquer un peu, c'est parce que je fais juste référence à quelqu'un qui vient de décéder, qui était un homme maître, Martin Steinmann, mais il faisait l'apologie de l'architecture où on oublie l'architecte. Au fond, on est maintenant dans une tendance dans notre société où on va redemander aux gens, ceux qui vont vivre là, au fond, ce qu'ils veulent. Et si l'architecte, et la tendance dans l'enseignement aussi, et je pense que le prix de Kéré aujourd'hui, il est lié à ça, c'est une reconnaissance que le quotidien, le banal, est une valeur extrêmement importante. Puis que l'humilité de l'architecte aujourd'hui, c'est de reconnaître ça. Et que son rôle, c'est le chef d'orchestre, comme tu l'as dit ici, c'est d'être simplement un chef d'orchestre qui met en œuvre les choses pour correspondre à celui qui va habiter. Au fond, de créer une scène propre à recevoir l'usage qui va venir. Simplement un chef d'orchestre, c'est pas si. Moi, je ne maîtrise pas effectivement le sens exact du mot oxymore, mais simplement un chef d'orchestre, je pense que c'est au peu de l'oxymore, en fait. Et non, moi, déjà, cette idée de l'architecte chef d'orchestre, pour moi, ça ne marche plus du tout, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui arrive avec un certain nombre de compétences et qui sont justement, à mon sens, à horizontalité avec d'autres formes de compétences. Et cette idée que tout d'un coup, lui, il a la vision globale et lui arrive à mettre en musique ce que chaque personne arrive à faire individuellement, sans donner sens à la pratique individuelle par soi-même, ça ne marche plus pour moi, en fait. Et je vais comme juste... Il y a une cours, voilà. Mais non, mais il y a un projet que je voulais évoquer qui était pas mal évoqué ces temps à différents endroits. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle salle de théâtre qui a ouvert pas ouverte, mais qui était rénovée à Dorigny, en fait, la grange de Dorigny. Il y avait toute une série d'interventions, notamment autour de la ZAD du Mormont, en fait. Et puis là, je pense que vraiment, il y a eu un terrain qui était de l'ordre, justement, du participatif, où il y avait justement beaucoup d'architectes. Je connais plusieurs qui étaient là-bas en tant qu'architectes, mais vraiment quelque chose de très horizontal. Il y a quelque chose qui a été vraiment construit, qui correspondait vraiment à un projet, là, en l'occurrence, participatif. Et je pense que ça, c'est un super bon point de départ pour réfléchir à l'avenir, en fait, sur ce paradoxe incroyable qui est que
enfin pas paradoxe, mais sur cette tension incroyable, c'est voilà une carrière ultime, voilà une des entreprises les plus polluantes du monde qui a tout d'un coup été prise pour cible, mais aussi terrain d'expérimentation par un groupe de personnes qui a vraiment construit des choses, et la radicalité avec laquelle ça a été détruit par les pouvoirs publics, ça raconte quelque chose. Et je pense que le monde de l'architecture, en tout cas, romans, suisse, vaudois, lausannois, a manqué une vraie occasion, justement là, tout d'un coup, par exemple, de se solidariser avec ce qui est passé là-bas et de prendre position. Alors, on va s'arrêter à deux choses avant qu'on s'arrête. D'abord, une citation d'Herbert von Karajan, que je donne des fois à mes élèves en disant hein, l'art du chef d'orchestre, c'est parfois de laisser la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. Ensuite, deux choses rapides. On a cité tout à l'heure. Karajan qui interdit les femmes dans son orchestre, jusqu'à sa mort. Pas de musicien. On a signalé le 13 avril, donc notre prochaine séance de notre saison consacrée à la question de l'œuvre, mais on a oublié de signaler que nous participons à un événement d'importance nationale, qui est Philexpo, c'est-à-dire qu'il y a une semaine consacrée à la philosophie dans toute la Suisse. Et Lausanne se signale, là au milieu, le 7 mai, hein, c'est ça, le 7 mai, et pour une fois on sera au CPO. Et la question centrale de cette semaine de la philosophie, qui nous a bien fait triper, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas savoir? C'est la question du savoir, mais dans sa négation. Qu'est-ce qu'on ne veut pas savoir? Alors, on se réjouit de vous accueillir, ce sera 3 heures, le 7 mai au CPO. Voilà. Dialogue en 3 actes, on appelle ça. Ça ressemblera plus à une installation qu'à une conférence, on l'espère. Et puis, j'aimerais signaler, pour terminer, qu'on a un nouvel espace, une nouvelle vitesse qui s'est instaurée depuis quelques temps sous l'initiative de Julien qui est là et de Thierry qui sont là, à la librairie de la Louve, un mardi par mois, paragraphe, où là, on essaie d'explorer une plus grande liberté du texte par lui-même, où on confronte des textes et des paragraphes sans tout de suite y mettre nos petits savoirs et nos références. Dans un autre espace, la librairie de la Louve, c'est très beau. Voilà, tout ça c'est sur notre site, si jamais ça vous intéresse. Simon, tu voulais... Oui, je vous encourage. Non, je vous encourage vivement à aller voir cette exposition à la Rasut sur les concours d'architecture. C'est vraiment une exposition grand public et que vous preniez conscience de que c'est vraiment une particularité suisse, le concours tel qu'il se pratique dans l'anonymat. C'est pas truqué, il n'y a pas de combine. Pas une question. Là, pour preuve, c'est souvent des jeunes inconnus qui sortent de l'école des fois, qui gagnent des énormes concours, ce qui n'arrive nulle part ailleurs au monde. Et là, vous avez un beau panachage de vraiment de tout ce qui s'est fait de remarquable ces dernières années, un peu en Suisse. Et j'insiste parce que c'est une institution qui est un peu battue en brèche ces derniers temps par les collectivités publiques, parce que c'est compliqué, parce que ça demande beaucoup de discussions, etc. etc. Donc, on a pu peut-être avoir l'impression qu'on critiquait l'institution du concours, mais en tant que tel, ça reste quand même le moyen le plus vertueux pour faire de la bonne architecture, si on peut parler comme ça. Voilà. Et un espace de liberté. Et un espace de liberté. C'est intéressant de constater que dans le concours, il y a les mêmes contraintes pour tout le monde, le même entourage pour tout le monde, les mêmes utilisateurs. On a quand même une façon de faire différente. Après qu'on prime les mêmes qui se ressemblent, ça c'est un autre problème. Merci. Le bar est ouvert, il l'a toujours été.